Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir. Ça dépend du lieu où vous êtes. Bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Matricule 22, l'album. Congo Dietto. La musique est mienne. En téléchargement gratuit sur YouTube. En audio. Mesdames et messieurs, c'est pas encore en vidéo. C'est pas un clip. Matricule 22. Congo Dietto. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le direct, mesdames et messieurs. Bakila Aimé, la Sigo. Bonjour. Congo Dietto, bientôt là. Nesperine Combo, bonsoir, ou plutôt bonjour. Dans 1 minute, je vais commencer mon direct. Bonsoir, Bakila Aimé. Dans 1 minute, Matricule 22 en téléchargement gratuit sur YouTube. Ce titre s'appelle Congo Dietto. Congo Dietto là. Je vais arrêter ma musique, mesdames et messieurs, et je vais commencer mon direct. Je vais commencer le direct, mesdames et messieurs. Le temps que je puisse éteindre le PC et je suis à vous. Arrêtez. Bonsoir, Nesperine Combo. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Voilà, je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je continue
d'être grappé dans ma cape. Je vais rester dans ma cape, je vous ai dit, peut-être jusqu'à dimanche. Je vais rester dans ma cape, peut-être jusqu'à dimanche, parce que je vais essayer de faire le point. Ça fait 1 année que j'évangélise. Ça fait 12 ans que je suis sur ce chemin. Mais ça fait 1 année que j'évangélise. J'ai commencé d'évangéliser en août, même si je n'évangélise pas chaque dimanche. Mais chaque jour que Dieu fait, j'ouvre ma Bible. Je vais chercher l'intelligence de Dieu. Je vais chercher sa sagesse. C'est ce qui me permet de tenir ici dans les conditions dans lesquelles je vis ici. Je ne cesse de répéter que depuis 2009, je suis sorti de la prison. J'ai ce cheminement-là. Je continue avec ce cheminement-là parce que je n'ai pas encore fini. Finir, ce qui signifie que le jour où je finirai, ça signifie que je ne suis plus dans cette structure. Donc, je suis dans cette structure, mesdames et messieurs, je continue d'apprendre. Parce que je vis dans une communauté, et dans cette communauté, il y a toutes les nations, il y a les Bulgares, il y a les Tchadiens, il y a tout ce monde. Donc, je suis dans une communauté, je continue d'apprendre. Le jour où je sortirai de cette communauté, que je sortirai de cette structure, ça signifie que j'aurai fini. Mais pour l'instant, je n'ai pas fini, je reste ici, je continue mon apprentissage. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, j'ai intitulé, j'ai dit, pourquoi la vérité nous libère? Est-il compatible d'être un évangéliste et en même temps un homme politique? Pourquoi la vérité nous libère, mesdames et messieurs? Hassan Barbila, bonjour. Guy Baguette, bonjour. La vérité nous libère parce que elle nous permet de vider tout ce que nous avons au fond de nous. Parce que si nous ne disons pas la vérité, celui qui est en haut est celui qui est le seul à sonder en profondeur nos cœurs. Nous sommes trop dans le mensonge, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans nos relations professionnelles, nous sommes trop dans le mensonge. Ce qui revient à dire que nous ne savons même plus à quel saint se vouer. Et pendant 30 ans, nous lisons la Bible. Nous sommes derrière les pasteurs pour qu'ils fassent des miracles pour nous. Alors que nous avons la Bible. Nous avons la Bible, Dieu nous a créés à son image, nous avons nos cerveaux. Nous pouvons aller chercher Dieu dans la Bible, mais on préfère se contenter de feuilleter la Bible et d'aller chercher un pasteur, un homme de Dieu pour qu'il puisse prier à votre place. Personne ne prie à ma place. Puisque nous avons la Bible. Aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui vous enseigne le karaté, à un moment donné, c'est prouve que vous êtes maintenant assez conséquent. Il vous demande d'aller ouvrir votre propre dojo parce qu'il vous a enseigné. Nous sommes dans la Bible, mesdames et messieurs, je ne vais pas sortir dans la Bible. La vérité. Lorsque je fais le point après 1 année, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, j'ai dit que si j'avais une centaine d'amis, il m'en reste à peine, moi peut-être une quinzaine. Et même dans cette quinzaine, si j'enlève encore d'autres, il m'en reste à peine 10. Les autres ont fui parce qu'il y a la vérité. Les autres ont fui parce que c'était dicton des abbés qui ont échoué, qui se sont mariés, qui avaient de vocation à être prêtres et qui ont échoué. Qui vivent maintenant dans la chair, qui ont maintenant des femmes et des enfants et même des maîtresses. Et à côté, il y a moi qui a ce parcours, qui connaît d'abord le péché, qui a été racheté, qui est en train de suivre son chemin, et ça pose un problème. La vérité. Maintenant,
lorsque je fais le point après une année, je voulais m'engager dans le combat politique, mesdames et messieurs. J'avais une discussion avec celui qui m'avait d'abord enseigné la Bible. Je répète, j'étais d'abord aussi dans les églises de réveil, enseigné par le prophète pasteur, Joseph Kiméné, qui est pentecôtiste. Nous avons une discussion avec un autre pasteur, qui est un colonel, qui s'appelle le colonel Ibouanga, qui n'est plus colonel puisqu'il était colonel dans le gouvernement de Pascal Lissouba. Il est devenu un pasteur. Nous avons eu une discussion ensemble, je pense qu'il y a 3 ans et demi de cela. Est-ce qu'il était compatible qu'un homme de Dieu puisse faire de la politique? Le pasteur, Papa Joseph, nous a dit non. Moi, j'ai dit que c'était possible. Le colonel aussi, pasteur, a dit que c'était possible parce que nous avons pris l'exemple de Fulbert Yulu, qui était président de la République, alors qu'à l'époque, il était déjà un prêtre. Bonjour, Emmanuel Petronil depuis le Congo-Brazzaville, Madame Goss. Nous avons eu cette discussion. Finalement, aujourd'hui, je commence à voir que le pasteur Joseph Kiméné avait raison. S'il y a 60 ans de cela, un homme d'église, un homme de Dieu pouvait être président de la République comme Yulu, je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile qu'un homme de Dieu puisse servir la République, à moins que ce soit dans un pays anglophone. Quand je parle d'un pays anglophone, c'est-à-dire là où il y a la démocratie, comme le Nigeria, comme le Ghana. Un homme de Dieu peut, parce qu'en ce moment-là, puisqu'il y a la démocratie, il n'aura pas besoin de l'armée, il n'aura pas besoin d'appliquer la violence ou la dictature. Mais dans l'Afrique centrale, là où nous sommes, il est difficile qu'un homme de Dieu puisse exister dans la politique, mesdames et messieurs. Pourquoi? La politique, nous le savons dès le départ, c'est le mensonge. Là, nous sommes en train de dire dans la Bible que il faut que nous parlons avec la vérité. C'est ce que Dieu nous dit, qu'il déteste le mensonge, c'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous ai dit hier, d'être transformé aussi par le renouvellement de l'intelligence. Il faut avoir le discernement. Il est très difficile, mesdames et messieurs, d'être à la fois serviteur de Dieu et en même temps faire de la politique. Oui, celui qui est chrétien catholique, qui n'est pas évangéliste, qui n'est pas pasteur, qui n'est pas sermenté, oui, celui-là peut faire de la politique, parce que chaque dimanche, il peut aller prier. Mais lorsque vous avez un ministère et que vous êtes dans le vrai, vous ne pouvez pas servir la politique, puisque la politique, c'est le mensonge. La politique, c'est le mensonge. C'est tout ce que Dieu déteste. J'ai essayé, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, à 95%, les hommes politiques sont fourbes, ils sont dans le faux. Hommes et femmes, ils sont dans le faux. Alors, si vous voyez des pasteurs, si vous voyez des hommes de Dieu qui sont en connivence avec les hommes politiques, il faut vous dire qu'ils sont dans le faux. Parce qu'ils cautionnent le mensonge de l'État. Ils ferment les yeux, comme je vous ai dit, comme un pasteur ou un homme de Dieu qui a une église qui ne réprimande pas ses fidèles de peur de les perdre. Alors même si le fidèle commet un péché, le pasteur ne peut pas lui remettre sur le bon chemin parce qu'il n'a pas envie de le perdre. C'est peut-être celui qui donne plus de dîmes dans son église. Ce qui revient à dire que nous sommes dans le faux. Nous sommes dans le faux. Le pasteur, quand il regarde que celui-là, il donne plus de dîmes que les autres,
il ne peut pas le réprimander. Alors, il est dans la complaisance. Lorsque nous sommes dans la complaisance, nous sommes dans le mensonge. Lorsque vous êtes un pasteur et que vous craignez avec ceux qui dirigent, par exemple, le Congo-Brazzaville, quand vous savez qu'il y a une dictature là, quand vous savez que ce peuple est en train de souffrir, vous êtes en train de cautionner. Vous êtes en train de pactiser avec le diable. C'est là où je dis, c'est pas compatible. Je viens de m'en apercevoir, mesdames et messieurs, parce que tout est un mensonge. C'est pourquoi j'ai refusé d'être dans un parti politique. La politique, nous le savons, c'est le mensonge. J'ai refusé. J'ai essayé de monter effectivement un parti politique quand je parle de la SAP citoyenne, où j'ai dit que la SAP n'a pas d'armes. Les sapeurs ne sont pas dans la violence. Donc je voulais amener le côté évangéliste, le côté pacifiste, pour qu'on puisse au moins échanger les idées, pour qu'on puisse tous se battre pour apporter chacun de nous sa pierre à l'édifice. Mais là aussi, comme il y a un mensonge chez les hommes politiques, ma sincérité ne leur plaît pas. Tout ce que je propose, ils n'en veulent pas. La seule chose qu'ils veulent, si vous voulez servir, vous n'allez pas servir le Congo, il faut servir les intérêts du PCT, d'un clan. En ce moment-là, on vous donne tout ce que vous voulez. Mais je ne cautionne pas le mensonge. Je ne vais pas rentrer dans un parti politique. J'ai essayé de tendre la main à Lema Bankou. Comme il n'est pas dans la politique, il n'est pas mis dans la politique, je me suis dit, avec Alama Bankou, j'ai fait appel aux intellectuels, avec les sapeurs, pour qu'on aille, sans violence, qu'on essaie de se battre pour libérer le Congo. Mais tout est mensonge, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais tout le monde donne le mensonge parce que tout le monde veut aller au Congo, tout le monde veut sauver son beefsteak, tout le monde fricote, traficote avec le pouvoir qui est en place. En ce moment-là, il n'y a personne, mesdames et messieurs. J'ai essayé, j'ai tendu la main à tout le monde. Il n'y a rien. Parce qu'en fait de compte, lorsque vous leur amenez la vérité, ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent le mensonge. Alors, j'ai compris que c'est incompatible. Vous savez que la logique ne paye pas, mesdames et messieurs. La logique ne paye pas. C'est ce que nous avons dit. Vous travaillez, vous gagnez 800 €, vous êtes dans la logique. Vous cherchez un logement, vous ne l'avez pas. La société vous demande de tricher. Alors, tricher, c'est quoi? Vous êtes obligé de prendre les papiers d'une amie pour aller faire un deuxième boulot. Parce qu'avec 800 €, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes dans la vérité, mais la société ne veut pas la vérité. Vous êtes obligé de tricher. La société nous l'impose. La société nous demande de tricher. La logique ne paye pas. Vous êtes dans la logique, comme le professeur Raoul, qui nous dit que la chloroquine peut soigner le Covid. Toute la classe politique ne veut même pas entendre parler de lui. On veut le lyncher parce qu'il est dans la vérité. Emery Patrice Lumumba était dans la vérité, mesdames et messieurs. On l'a liquidé. Thomas Sankara était dans la vérité, mesdames et messieurs. On l'a liquidé. Toutes les personnes, tous nos leaders qui étaient dans le vrai ont été liquidés. Nous sommes dans un monde où on n'aime pas la vérité. Il faut rouler avec le mensonge. Si vous êtes dans le mensonge, alors il vous donne tout. Nous avons des intellectuels qui ont étudié en Europe, qui ont étudié partout, dans tous les 4 continents. Mais lorsqu'ils arrivent en Afrique, au lieu d'éclairer le peuple, c'est le propre même d'un intellectuel. Non, l'intellectuel se fond dans
la corruption collective, la corruption d'un clan, au lieu que l'intellectuel puisse éclairer l'homme politique pour dire que c'est pas ce que j'ai étudié, il met de côté la déontologie. L'intellectuel maintenant commence à se servir au lieu d'éclairer le peuple. L'homme d'église qui doit éclairer le peuple parce qu'il est écrit dans la Bible que mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. L'homme d'église va encore abrutir le peuple de Dieu. Parce qu'il va se mettre du côté de l'opprimé et plutôt du côté de celui qui maltraite le peuple. Alors c'est le politique, et plutôt si l'intellectuel ne peut pas nous venir en aide, si l'homme de Dieu ne peut pas nous éclairer, mesdames et messieurs, qui va nous éclairer, nous sommes livrés à nous-mêmes. Alors, c'est là où vous voyez que le citoyen que vous êtes, le chrétien que vous êtes en train de chercher la vérité, vous vous retrouvez en face d'un loup déguisé en agneau qui s'appelle un pasteur. La parole biblique devient maintenant faussée. Vous avez vu la vidéo du pasteur qui demandait à une jeune femme de ne pas se couvrir parce qu'elle était trop couverte. Parce qu'au commencement, Adam et Ève étaient nus. Et que cette femme-là était trop couverte. Et que lui étant un homme de Dieu, il fallait qu'ils puissent prier ensemble dans une tenue d'Ève et d'Adam. C'est du mensonge. C'est l'interprétation même de la Bible. Quand il dit quand vous êtes devant un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il ne faut pas vous couvrir. C'est du mensonge. Et pourtant, c'est ce qui est appris dans la Bible. Mais c'est l'interprétation qu'il donne à ça. Comment voulez-vous prier avec une fidèle? Vous voulez être nu. Vous demandez à Ève d'être nue, et pendant ce temps, vous, Adam, vous n'êtes pas nu. Mais vous demandez à Ève de se dénuder, de ne pas couvrir ce corps qui est le corps, qui est le temple de Dieu. C'est un mensonge, mesdames et messieurs. Et il y a des gens qui continuent à fréquenter de tels pasteurs. Parce que nous sommes dans le mensonge, nous sommes en train de cautionner le mensonge. Alors la vérité s'étouffe. La vérité s'étouffe même. Finalement, elle rentre même dans nos foyers. Un mensonge. Madame peut acheter une parcelle. Monsieur n'est pas au courant. Monsieur peut aller faire un bébé ailleurs. Madame n'est pas au courant. Ce mensonge va perdurer. Après un bébé, c'est un mariage traditionnel en cachette. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo entre la première dame et la deuxième. C'est pathétique. Pour un chef d'État qui n'arrive pas à gérer deux femmes. Ou carrément qu'il fasse comme Mobutu, qui avait fait la polygamie, qui avait épousé deux sœurs jumelles. Et que de nous donner un spectacle vraiment pathétique pour un chef d'État. La première dame et sa rivale, avec laquelle aussi le président de la République a eu des enfants. Vous voyez le mensonge, mesdames et messieurs, il est là maintenant, ce mensonge du président de la République démocratique du Congo, un mensonge qui devient là visible aux yeux du peuple. Alors qu'il suffisait de légaliser, de dire la vérité, de présenter ça au peuple pour dire que j'ai deux femmes, j'ai eu des enfants, mais j'ai fini avec la première, je suis maintenant peut-être avec la deuxième, ou j'ai fini avec la deuxième, je continue avec la première, tout en sachant que c'est la mère de mes enfants. La vérité, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on demande. C'est si simple que ça que de dire la vérité. Alors lorsque le mensonge nous rattrape, il fait des dégâts. La politique, c'est ce que j'ai dit, n'est plus compatible avec ma conception de l'Église, mesdames et messieurs. De toutes les façons, je ne voulais pas rentrer dans la politique. J'avais accompagné un candidat que j'avais appelé Moïse. Ce candidat était mort le 21 mars.
Je voulais suivre. Bibliquement, il fallait que je suive maintenant Jean-Jacques Yombi. Et plutôt Serge Yombi, le fils. Bibliquement, puisque je l'avais présenté comme Josué. Mais que vaut la parole d'un homme politique aujourd'hui, mesdames et messieurs? Est-ce qu'elle est sincère? Je ne pense pas. Alors, je ne vais pas le suivre. Normalement, je voulais suivre. J'ai vu son appel, j'ai écouté son appel, j'ai vu sa vidéo. Je voulais le suivre pour continuer le combat. Mais que vaut la parole d'un homme politique actuellement? Qu'est-ce qu'elle vaut? Qui est honnête en politique? Je ne pense pas. Personne n'est honnête. Même nous, on n'est pas honnête. Même dans la SAP, partout, on n'est pas honnête. Mais est-ce que je veux suivre quelqu'un qui est politicien? Moi, je suis un évangéliste. Est-ce que c'est compatible maintenant? Si nous sommes en démocratie, oui, je pourrais le suivre. Mais nous ne sommes pas en démocratie. Pour un rien, on vous élimine. Pour un rien, on vous empoisonne. Vous allez en vacances, vous achetez une maison, vous construisez votre maison, la maison est faite, on vous empoisonne pour hériter de ce que vous venez de construire. Alors parfois vous avez pris un crédit ici pour construire cette maison et parce que vous avez fini maintenant de construire au Congo ou en République démocratique du Congo en Afrique, vous voulez revenir à Paris, on vous empoisonne. Je n'ai pas envie d'être empoisonné, mesdames et messieurs, pour un combat politique qui n'est pas le mien. Ou plutôt parce que je n'ai pas envie de me battre seul. Quand je pense que toute la classe politique, elle est véreuse. La classe politique est pleine de loups. Désormais, je ne commenterai plus un sujet politique. Je ne publierai plus aussi tout ce qui est politique dans ma page. Je me retire de ce combat que je voulais aller en tant que citoyen. Je n'ai pas envie de m'exposer. Je n'ai pas envie d'avoir des ennemis tout simplement parce que je dis la vérité. Je me retire de ce combat-là. J'étais dans les buissons avant la campagne de Guy Brice Parfait Kolela. Je repars dans les buissons. C'est pourquoi je suis dans ma cape, mesdames et messieurs. Voilà, donc je vais rester dans ma cape en tant qu'évangéliste. Je croyais qu'on pouvait apporter un débat démocratique pour qu'il y ait un changement au Congo. Or, les hommes politiques au Congo ne veulent pas changer, veulent rester dans le mensonge. Si nous regardons, mesdames et messieurs, le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, qui a pratiquement 78 ans, mesdames et messieurs, qui va vers la fin de sa vie, qui n'arrive pas à faire un bilan de ses 33 ans de présidence. Il peut sortir par la grande porte en écrivant ses mémoires, mesdames et messieurs. Il peut nous laisser une bibliothèque vivante avec tout ce qu'il a fait de bon, ce qu'il juge bon, tout son parcours, ce qu'il ne juge pas bon, pour qu'un jour, pour que la génération future ne reproduise pas les mêmes erreurs que lui, il a commis pendant 33 ans. Or, il est dans la fuite en avant, dans le déni du peuple. Ce que Révérend a dit, quitte à mourir demain, il ira avec tous ses secrets. Alors, qu'il peut écrire ses mémoires
pour que la génération future, les futurs présidents, qu'ils puissent s'identifier à cette lecture, qu'ils reconnaissent ce qu'il a fait de bon et ce qu'il a fait de mauvais. Et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas refaire, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Ça peut être un bon livre. Ça peut être un bon héritage qu'il peut laisser à cette jeunesse-là, 33 ans après. Qu'est-ce qu'il va laisser à la génération? Non. Il ne veut rien dire, il ne veut même pas écrire ses mémoires, non. Alors, à sa mort, il y aura des spéculations, chacun écrira à sa façon. Le président avait fait ceci, le président avait fait ceci, même ce qui était faux, on le mettra sur son dos, alors qu'il peut nous laisser cet héritage-là. Qu'il fasse son inventaire. Les plus grands le font, les Mandela ont écrit avant de mourir. Mais chez nous, non, on ne regrette rien, on n'écrit pas. On continue tout simplement peut-être de dire que oui, même si je meurs, vous devrez continuer à garder le pouvoir au nord. Est-ce que ça honore un président de la République qui est le père de la nation? Non, je ne pense pas. C'est pourquoi je vous ai dit que même dans la politique, tout est faux. Je vous ai dit que les intellectuels qui sont là-bas, ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des gens surdiplômés, qui ont de grands diplômes, mais qui ne sont pas intellectuels, parce que l'intellectuel, c'est celui qui est clair. Les pasteurs qui sont là-bas, au niveau de l'Afrique, c'est pas des pasteurs. Parce qu'un vrai pasteur, c'est celui qui éclaire le peuple. C'est celui qui combat l'injustice. Les pasteurs en Afrique ne combattent pas l'injustice. Ils se font les poches pleines. Alors je vais rester dans la vérité, mesdames et messieurs. S'il faut que je dise que je vais rester dans la vérité, puisque j'ai aussi mes démons, j'ai aussi mes défauts. Mais je vais m'accrocher dans ma cape, je vais rester dedans. En lisant la Bible, comme je vous ai dit, c'est dedans où je puise. Le combat politique, je ne suis plus dedans. Je ne regrette pas d'avoir dit tout ce que j'avais dit, je ne retire rien. J'ai fait la campagne de Grébus par fait Colélard. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je le referai. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai proposé, je n'enlève rien. J'assume tout ce que j'ai dit. Mais dès maintenant là, je repars dans les buissons. Puisque j'étais caché dans les buissons, personne ne savait qui j'étais. Tout simplement, tout le monde savait que j'étais un Egbertin, j'étais un gothique, un débile mental. Je me suis fait. Voilà, je suis venu, j'ai prouvé que je n'étais pas qu'un débile mental. Mais je repars dans les buissons, avec ma cape. Donc, je le dis, je le répète, chers frères et sœurs, c'est incompatible avec la politique d'aujourd'hui qu'un homme de Dieu s'affiche avec un homme d'État. Il est dans le faux. Parce que l'homme d'État est dans le mensonge. L'homme d'État ne sert pas le peuple. Il humilie le peuple, il piétine le peuple. Donc, un homme de Dieu ne peut pas être en connivence avec quelqu'un qui humilie son peuple, qui méprise son peuple. C'est là que je vous dis que nous sommes dans le mensonge, mais pour dire la vérité, nous ne disons pas la vérité, alors nous allons aller dans la perdition. Mesdames et messieurs, la vérité, je vais vous donner encore un exemple de la vérité, puisque nous sommes dans le mensonge. Lorsqu'on dit pas de la vérité, on est dans le mensonge. Je vais vous donner un mensonge. Jusqu'où le mensonge peut nous amener lorsqu'on ne dit pas la vérité. Nous sommes en 1993. 1993, donc il y a 26 ans de cela. Non, il y a 28 ans. Oui, il y a 28 ans de cela, mesdames et messieurs. C'était comme si c'était hier. Je sors de la prison, comme toujours. Je sors de la prison de Fleury-Mérogis. À cette époque, nous nous retrouvons
à Château-Rouge, Onganda, Mégé. L'Onganda Mégé, ceux qui savent Château-Rouge peuvent savoir à cette époque, c'est pourquoi j'ai dit 1993, cette époque-là, Emmanuel Sylvain Pétronil connaît cette époque-là. Je sors de la prison, nous sommes en 1993, il y a 28 ans de cela. J'ai beaucoup d'argent que j'ai laissé dehors. Alors je veux faire appel à mes amis, j'ai envie de sortir. On me dit, il faut qu'on aille chez Mégé. Mégé, chez Yaoungu. Donc, je viens avec mes amis. À l'époque, il y a Ben Moukacha Monama, Samba de Franco, Ben Moukacha Monama, Samba de Franco, Richard Mvouama. Et puis, je pense qu'on était peut-être avec Sosten DJ, ça je ne me rappelle pas, avec Lucide Gallon. J'arrive, parce que j'ai envie d'écouter la musique, j'ai envie de... Voilà, après 3 ans d'emprisonnement, j'ai envie de déstresser. Nous arrivons dans l'Ouganda, le 18e, juste le temps de m'asseoir, il y a un jeune frère qui vient me voir, qui me dit, grand frère, j'ai un business pour toi. J'ai dit, tiens, un business. Il me dit, oui, j'ai un business pour toi. Pourquoi je vous parle de ça, mesdames et messieurs? Parce que je vous parle de la vérité. Quand il n'y a pas la vérité, le mensonge, vous verrez jusqu'où le mensonge peut nous amener. Lorsqu'on n'est pas dans le vrai. J'ai dit, mais petit frère, je viens de sortir. Je viens de sortir à l'instant même. Ça fait même pas 2 heures que je suis dehors. Il me dit, j'ai un bon business pour toi. Est-ce qu'on peut se voir demain ou dans une semaine? Il me dit, non, non, non. Bon, il a tellement insisté que j'étais obligé d'accepter de voir ce business. Nous sommes partis dans les toilettes. Il va me proposer un passeport. Un passeport français d'une jeune fille qui a 5 ans. Ce que vient à dire que ce passeport n'a jamais été utilisé. La jeune fille qui a 5 ans, elle est congolaise d'origine, de nationalité française, puisqu'elle est née là. Donc c'est un passeport qui n'a jamais été utilisé. Oui, c'est vrai que pour moi c'est un bon business. Alors, mais lorsque je vais jeter un coup d'œil dans ce passeport, je vois le nom de la petite fille de 5 ans. Le nom me fait tiquer, je connais la mère. Donc cet enfant-là porte le nom de sa mère. Je dis, tiens. Alors ce passeport, ce jour-là, je n'avais pas envie de l'acheter, mais lorsque j'ai vu la photo de la fille, le nom de la maman, puisque la fille portait le nom de sa mère, j'ai acheté ce passeport à cette époque-là, j'ai pris ça à 500 €. C'est-à-dire, il faut compter 3000 et quelques francs CFA. Parce que je vous dis que j'avais beaucoup d'argent, je suis sorti avec mon argent. J'ai acheté, et puis je suis revenu avec les amis. J'en ai parlé à Moukacha, j'en ai parlé à Lucide. La fille dont je vous parle, qu'on me montre en photo, c'est la fille à Sophie Kina. Sophie Kina que vous avez dans les réseaux, qui est une amie. Comme je connais son nom de famille, j'ai compris que c'est la fille à Sophie. Pour que ce passeport n'aille pas ailleurs, j'ai acheté ce passeport. J'ai pris une feuille, j'ai mis un mot, j'ai mis un billet de 150 € dans l'enveloppe. J'ai dit, Sophie, je ne peux pas utiliser le passeport de ta fille. Il est entre mes mains. Je te donne le passeport de ta fille. Mais tu sauras comment se fait-il que ce passeport-là soit là. À cette époque, Sophie vivait à Créé. Dans même immeuble que Ben Moukacha, mon ami Lucide Gallon, le lendemain, ils l'ont donné et le passeport et l'enveloppe. Et je lui ai donné mon contact, puisqu'il n'y avait pas de téléphone portable, elle m'appelait sur le fixe. Et finalement, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Qui t'a vendu ce passeport? Je lui ai donné le nom de la personne qui m'avait vendu le passeport. C'est un frère à lui. C'est quelqu'un qui va là-bas souvent, qui va passer le week-end chez Sophie, qui dort là-bas, qui mange là-bas. Et ce garçon est
pratique comment dans la même ruelle que Sophie Kina au Congo-Brazzaville, là-bas, Congo. Vous voyez le mensonge, vous voyez où est-ce que ça va. Vous allez chez des gens avec ce mensonge-là, quand on n'est pas dans la vérité, on vole même votre propre sœur du quartier, qui est actuellement votre sœur. Mais lorsqu'on vole le passeport d'une fille que vous considérez, d'une petite fille que vous considérez comme votre propre nièce, c'est quoi ça? Et ça qu'ils nous quittent? Si je n'avais pas les mêmes valeurs que, par exemple, que mes parents m'ont données, je ne vole pas chez les gens, mesdames et messieurs. Je venais de sortir de la prison ce même jour-là. Ce jour-là, avec tout ce que j'ai consommé avec les 500, je crois que j'avais sorti mon 800 € à l'époque. J'ai donné le passeport à Sophie. Aujourd'hui, les mentalités d'aujourd'hui, si c'était vous, si vous ramassez le passeport aujourd'hui, même si vous avez même si à l'adresse dedans, si nous ne sommes pas dans le vrai, si nous ne disons pas la vérité, ce passeport-là, on ne le donnera pas à la personne concernée. Nous sommes en train de pécher par mensonge, mesdames et messieurs. J'ai donné le passeport. Au moment où je suis en train de le dire 28 ans plus tard, mesdames et messieurs, ce même garçon vient encore de voler le passeport d'une amie avec laquelle il a vécu pendant 2 ans. Le même. Il n'y a même pas 6 mois. Le même garçon a encore volé le passeport d'une amie à moi. Cette fois-ci, c'est pour un garçon qui a 17 ans. Lorsqu'on dit que le mensonge, c'est pas bon, du mensonge en mensonge, comme on dit, qui volera un œuf ou volera un bœuf. Pourquoi je vous le dis? C'est pour vous dire, faites attention. Désormais, si vous avez des gens, si vous recevez des gens chez vous, si vous avez vos documents au salon, rangez-les dans vos chambres. Les temps sont durs. N'ayez plus confiance en qui que ce soit. Vous recevez de la visite. Par mesure de prévoyance, si vos papiers craignent là, enlevez vos quittances de loyer, enlevez vos quittances d'EDF, enlevez vos quittances d'électricité, enlevez tout ce que vous avez comme document administratif, mettez ça dans vos chambres. Vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui peuvent vous voler une carte d'identité. Si vous êtes française, vous ne savez pas qu'au niveau de la Suisse, on a déjà ouvert un compte. Ou bien la personne a ouvert une société en Suisse. Et si un jour vous avez envie de voyager, vous allez peut-être aller en Luxembourg, vous avez déjà un mandat d'arrêt international que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas quand vous avez volé la carte d'identité française, un passeport, et qu'on a ouvert une société à Luxembourg, en Suisse, un peu partout. Et le temps qu'on vérifie que ce n'est pas vous, mais vous avez déjà fait un an d'emprisonnement, mesdames et messieurs. Ça craint maintenant le mensonge. Vous devrez faire attention maintenant parce que ça devient tellement craintif que, puisque nous ne vivons pas dans la vérité, puisque nous ne pratiquons pas la Bible, nous lisons seulement la Bible, nous ne pratiquons pas. Le péché, on le fait maintenant sciemment, on se dit, ah, Nzambali Misangaï. Mais on commet d'abord le péché, ah, on fait d'abord le péché, et après dimanche, on va aller, maintenant prier, ah Seigneur, excusez-moi, on a péché. Mais tu peux t'empêcher de faire ce péché-là, puisque tu sais que c'est un péché. Pourquoi tu le fais? Le mensonge, c'est ce qu'est en train de faire maintenant aujourd'hui, où les gens font des audios pour détruire les autres. Gratuitement. Gratuitement, on vous détruit, mesdames et messieurs. Gratuitement, on vous détruit. Les mêmes personnes, vous les verrez dimanche à l'église.
Il y a certaines personnes qui connaissent les agissements, qui entendent comment leurs fidèles agissent. Mais ils ne les réprimandent pas. Ils ne leur ramènent pas vers eux, vers la Bible. Parce que ce sont des gens qui donnent des dîmes. Et si cette personne a l'habitude de donner 10% de son salaire au pasteur, le pasteur ne peut pas le réprimander, mesdames et messieurs. Il risque de perdre ce fidèle-là. C'est là que je vous dis qu'il n'y a plus, nous sommes dans le mensonge. Et comme nous sommes dans le mensonge, nous pourrons prier 30 ans, 40 ans. Même ceux qui vont dans cette église-là ne seront pas bénis, puisque le pasteur lui-même, c'est Satan en personne. Comment voulez-vous qu'il puisse vous bénir? Comment voulez-vous qu'il y ait des bénédictions dans cette église? Je vous ai dit que ce n'est plus une église, vous êtes dans la maison du pasteur. Parce que Dieu ne peut pas être, son esprit ne peut pas être là-haut, on fait du commerce avec son nom. La vérité, chers frères et sœurs, c'est ce qu'on m'a enseigné. Je ne vais pas me dérober, je vais essayer d'être dans le droit chemin. Je dis essayer, parce que nul n'est parfait. J'ai mes faiblesses, je suis en train de me battre, mais je vais m'accrocher à être franc, à être honnête avec vous. J'espère que vous allez aussi essayer d'être dans la vérité. Dans vos foyers, dans vos amitiés, dans vos relations professionnelles, mesdames et messieurs. Si nous ne sommes pas honnêtes, si nous ne savons pas regarder l'autre en face et lui dire « Excuse-moi, j'ai commis une erreur », comme je vous ai demandé pardon hier, mesdames et messieurs. Si nous continuons dans le mensonge, eh bien, nous allons aller en perdition. Et nous allons mettre aussi en perdition la génération qui nous suit, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants, parce que nous aurions raté leur éducation et nos enfants vont rater l'éducation de nos petits-enfants. Je viens de finir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain peut-être avec une autre forme de vérité, avec beaucoup de mensonges. Je vous dis que ces mensonges commencent à aller jusqu'au vol. On vous vole votre identité, parfois on ne sait même pas comment vous avez galéré pour avoir vos papiers. Et la personne qui vous vole, c'est parfois votre meilleur ami. Chers frères et sœurs, qui a vendu le Christ? Qui a vendu le Christ? Qui vient de faire un coup d'État à Alpha Condé, le fils qu'il a élevé? Qui a tué Thomas Sankara? Qui a tué Marine Ngouabi? Votre ennemi n'est pas loin. Là, nous venons d'entendre quoi? Je vais finir avec ça, mesdames et messieurs. Il y a une histoire terrible, par exemple, au niveau du Congo-Brazzaville. Nous venons d'apprendre quoi? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Que Charman a été tué par son propre fils pour une histoire peut-être de 10 ou 15 millions une voiture, en complicité avec sa mère, qui est en République démocratique du Congo, et avec les amis Kuluna. Pour 10 millions, peut-être de francs CFA, pour 15 millions, votre fils est de 26 ans. Si les faits sont avérés, vous vous rendez compte? 15 millions ou bien 10 millions, ça fait combien? Ça fait même pas 30 000 euros, mesdames et messieurs. Où allons-nous? Donc on ne sait même plus en qui avoir confiance. Qui peut nous sauver de ça? La prière. Mettons-vous en prière, mesdames et messieurs. Ne lisez pas la Bible. Pratiquez la Bible. Entre lire et pratiquer, c'est deux choses différentes. Vous avez vos téléphones. Lorsque vous avez un nouveau téléphone, vous essayez de regarder toutes les applications pour que vous maîtrisez votre téléphone.
Mais lorsqu'il s'agit de lire la Bible, on va seulement chercher les psaumes, là où il y a les bénédictions. On ne veut pas explorer la Bible. On va chercher les psaumes, là où il y a les bénédictions. Mais lorsqu'on a un téléphone portable, on prend le temps de l'explorer, jusqu'à ce qu'on va connaître toutes les applications. Mais avec Dieu, on ne s'applique pas ainsi. Je vous souhaite une bonne soirée dans la paix du Christ. Je serai là demain. Je suis dans ma cape, je reste dans ma cape. Niraniba, Nemunu Swama, Kapi Yangana Bampelo, Bayuda Bata, Anik Bertin. Voilà, prends cette cape-là. De temps en temps, il faut rentrer dedans pour que tu puisses te souvenir que tu as eu des enseignements ici. N'oublie pas tes enseignements. Comme un karatéka, à tout moment, il peut aller prendre son kimono pour refaire ses katas, pour reviser ses gammes. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, à travers ma cape, je me remémore que j'étais un élève et qu'il faut maintenant que je m'applique par rapport à ce qu'on m'a enseigné. Sinon, je risque de tomber facilement. Nesperine Kombo, bonsoir ma grande. Hassan Barbila, je te dis merci. Gebaguette, merci. Pacha Mikili, Ayatollah, le grand mombafonneur de la religion qui t'aime, merci. Emmanuel Sylvie, Madame Nkos, merci. Jaden Bellevie, je vous dis merci. Merci aussi à toutes les personnes que je n'arrive pas à voir ici. Je vous souhaite une bonne soirée, à demain. Vivez dans la vérité, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Merci.